La célèbre émission de télé Quotidien est allée faire une enquête dans une fameuse, je n'ose pas dire célèbre, cité de Marseille, la cité des Flamands. Je ne sais pas s'il s'agit de flamants roses, mais la vie n'y est pas très rose manifestement. Nous découvrons en effet que la cité des Flamands est très officiellement en état de sécession du territoire. On connaissait la République de Venise, la République de Saint-Marin, la République de Saint-Malo, qui s'est déclarée indépendante du Royaume de France en 1590, mais je vous fiche mon billet, comme dit tante Gertrude quand elle va dire quelque chose d'intelligent, que vous ne connaissiez pas la République de la Cité des Flamands. C'est pourtant très simple, un territoire avec ses codes, ses frontières, ses contrôles, sa police et ses lois. Son chef d'État et ses ministres sont plus ou moins secrets car ils n'ont pas forcément envie de finir criblés de balles à la Kalachnikov. Mais une chose est sûre, ce ne sont ni Macron ni Darmanin. Comme l'ont expliqué les échevins de la Cité des Flamands aux journalistes, vous voyez Macron, les Français lui obéissent. Bon, ici c'est pareil, les gens qui veulent entrer dans le quartier, ils nous obéissent. Fermez les guillemets. Ces racailles échevines qui règnent sur la Cité des Flamands contrôlent tout. Les points de deal, bien sûr, puisque tout tourne autour de la drogue, et les voitures qui vont et viennent. Il est tout de même hallucinatoire de constater qu'ils peuvent ainsi, en toute quiétude, expliquer à la télé aux heures de grande écoute qu'ils font la loi chez eux et se fichent du tiers comme du quart des lois de la République. Le fait d'aller et venir, de se garer, de descendre de sa voiture, de sortir ses courses dont les produits peuvent ressembler étrangement à de la farine blanche. On fait ce qu'on veut en bas de chez nous, point barre-toi. On a beau le savoir, tout ce que disent les échevins, ça fait tout drôle de l'entendre ainsi en direct. Oui, ça nous fait tout drôle, à nous, mais aussi à Gérald Moussa Darmanin, qui s'est trouvé un peu bête de voir ainsi dévoiler devant tous les Français la faillite de son job comme ministre de l'Intérieur, garant de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Manu s'est déplacé à Marseille en grande pompe, protégé par 127 000 CRS et gendarmes, a montré ses gros muscles, a fait de grands discours. Et c'est tout. Vous avez dit politique spectacle ? 27 milliards de décisions fondamentales ont été annoncées. Tout allait rentrer dans l'ordre, vous allez voir ça. Les habitants de la République de la Cité des Flamands Roses ont bien rigolé puisqu'ils savent que rien ne sera fait. Cette belle République a encore de beaux jours devant elle, sauf si en 2022... Je vous souhaite une excellente soirée. La rentrée est là. Nous supportons tous, comme nous pouvons, les restrictions politico-sanitaires. Et certains d'entre nous, parents ou enfants, doivent désormais supporter une entorse considérable à la liberté d'enseignement qui n'a jamais été en aussi mauvaise posture. En effet, dans l'indifférence générale, la loi sur le séparatisme, destinée à conforter les principes de la République, vient d'être votée et met quasiment fin à la liberté d'enseignement en famille, jusque-là, pensait-on, garantie constitutionnellement. Car l'encadrement de cette liberté par cette loi est tel qu'il rend pratiquement impossible l'école à la maison. Ainsi, et pour faire court, plus d'instruction possible en dehors de l'État tout-puissant, en dehors de l'école dite républicaine. Les horizons de la liberté familiale sont bouchés. Mettant fin à une tradition remontant à Jules Ferry, pourtant le chantre de la dite école républicaine, le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé d'exécuter en direct l'instruction en famille. Cela n'émeut guère les foules. Pourtant, chaque année, 70 000 parents choisissent de faire l'école à la maison et ce ne sont pas tous de la graine de djihadistes tant s'en faut.
Trop d'élus, y compris de droite, se sont tus sur ce dossier. Que ne ferait-on pour donner l'impression qu'on lutte contre l'islamisme? Pourtant, ce n'est absolument pas la question. Il n'y a pas de radicalisation chez les élèves instruits à la maison. Et les terroristes sortent tous de l'école publique. Tiens, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Mais bon, ce n'est pas l'épreuve de la réalité qui étouffe ces gouvernants, car si la réalité les étouffait, nous les aurions tous enterrés depuis belle lurette. Cela dit, gardons l'espoir. Le combat n'est pas fini. Pour l'instant, il est encore possible de faire l'école à la maison à la rentrée 2021, car la loi ne va s'appliquer qu'à partir de la rentrée 2022. Et d'ici à la rentrée 2022, il y a, si ma mémoire défaillante est bonne, une échéance intermédiaire de taille, l'élection présidentielle qui peut rebattre les cartes. Il ne s'agit donc pas de baisser les bras. Nous avons donc le devoir, chers amis, de la puissante communauté TV Liberté, de cultiver la dissidence. Maintenons, si nous le pouvons, bien sûr, l'instruction en famille tant qu'elle est encore possible. Et si nos enfants sont scolarisés dans des établissements de l'éducation nationale, faisons le soir une sorte d'école familiale pour redresser les éventuelles aberrations distillées dans les établissements scolaires. De la sorte, nous préparerons l'avenir en éduquant la conscience de nos chers petits. Voilà une belle liste de tâches pour la rentrée des classes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les téléspectateurs de TV Liberté le savent, je suis furieusement fou d'amour de Marlène Schiappa, je n'y peux rien, c'est freudien. Mon problème est que je suis tombé fou amoureux de Sandrine Rousseau et là, ça commence à sentir sa polygamie, mais je n'y peux rien, c'est freudien. Il faut donc que je vous parle de Sandrine Rousseau que vous devez connaître. Comment? Vous ne connaissez pas Sandrine Rousseau? Ça, c'est mochissime. Je vais donc éclairer votre lanterne. Sandrine Rousseau, c'est la nouvelle égérie verte, la phénixette d'Europe Écologie, celle qui veut emporter la primaire du parti écolo et ainsi partir à la conquête de la France. On se demande d'ailleurs pourquoi elle se donne autant de mal, puisqu'elle déteste manifestement la France. Mais bon, ce n'est pas le sujet, et je ne vais pas commencer à critiquer mon amoureuse polygamique. Sandrine Rousseau s'est donc distinguée tout récemment par une avalanche. Un dérèglement climatique, que dis-je, un Tchernobyl de déclarations tout aussi foudroyantes les unes que les autres, qui ferait passer Raymond DeVos pour un triste bonhomme et Coluche pour un entrepreneur de pompes funèbres. Voyons plutôt. Devant le désastre de l'Afghanistan, certains se sont alarmés de l'arrivée massive de ressortissants afghans sur notre sol, faisant courir un risque accru d'insécurité et de terrorisme à notre pays. Fadesse que tout cela! Sandrine Rousseau, elle, a eu une parole forte et sensée, je la cite. « S'il y a des Afghans potentiellement terroristes, il vaut mieux les avoir en France pour les surveiller. Sandrine, je t'aime trop, tu prouves que la politique c'est vraiment rigolo. » Donc, si l'on en croit ma douce et tendre Sandrine, il vaut mieux entasser tous les pédophiles de France et de Navarre dans les cours de récréation. Comme ça, on peut les avoir à l'œil en direct au cas où ils voudraient passer à l'acte. Et puis, soyons fous, n'installerait-on pas un centre d'accueil pour les alcooliques dans une distillerie de whisky, histoire de vérifier qu'ils sont bien sur la voie de la guérison? Bref, vous voyez l'idée. Mais il y a plus. Ma Sandrinette à moi est une femme de progrès. Mais attention, le vrai progrès. Celui qui fait passer l'ère du Concorde et de l'énergie atomique à celle de la trottinette et de la chandelle de Suif. Pour faire marcher le monde, Sandrine confie à Charlie Hebdo préférer, je la cite, les femmes qui jettent des sorts aux hommes plutôt que les hommes qui construisent des EPR. Avec la Marlénou d'amour, qui avoue discuter avec les esprits des ténèbres. Avouons que cela fait une sacrée doublette qui ne peut que justifier ma polygamie irrépressible. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Pendant que Biden, ou Biden si vous préférez, fait des bêtises en Afghanistan, ou roupille en ronflant devant les caméras, les choses bougent de manière significative aux États-Unis. Le Texas, un État conservateur du sud des États-Unis, qui n'a pas peur de ferrailler contre le politiquement correct, vient de faire passer une loi sur l'avortement, dite loi du battement de cœur. L'avortement n'est plus possible sur le bébé à partir du moment où le battement de cœur peut être entendu, soit à environ 6 semaines de grossesse. Comme nous pouvons l'imaginer, cela a déclenché un tohu-bohu du diable. Et oui, ça fait tout drôle, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique, de voir que des choses peuvent bouger sur l'IVG, qu'il y a un débat dans l'espace public, des pour, des contre, et que rien n'est écrit dans le marbre. Chez nous, on préfère la version délit d'entrave. Interdiction de penser, de parler, l'avortement c'est formidable et il en faut toujours plus. Et lorsque la chaîne de télévision C8 a diffusé, il y a quelques semaines, le film Unplanned, qui met en cause l'avortement, une crétine stratosphérique du gouvernement a osé parler d'un acte ignoble. En voilà une qui mériterait une injection massive de neurones, mais il n'est même pas sûr que cela suffise pour la rendre intelligente. Le lendemain du jour où la loi texane a été votée, des associations pro-avortement ont donc saisi la Cour suprême des États-Unis pour remettre en cause cette loi. Pourtant, et jusqu'à preuve du contraire, la loi a été votée par une assemblée démocratiquement élue, mais bon, passons. Avec une sagesse certaine, la Cour suprême a refusé de suspendre la loi. Les Texans restent libres d'avoir voté ce texte, figurez-vous. Elle a rendu sa décision par 5 voix contre 4, notamment grâce aux nominations de juges conservateurs réalisées sous le mandat de Donald Trump. Évidemment, Biden, le pote à Papounet-François, a hurlé au scandale et dénoncé la loi texane. Il y a longtemps que son étiquette de catholique ne lui pose plus de problème de conscience sur le sujet. Ce qui est normal, puisqu'il est le pote à Papounet-François. La bataille judiciaire n'est certainement pas terminée. Les choses sont complexes car la loi votée par le Texas prévoit que la culpabilité, la responsabilité reposent non sur la femme qui avorte, mais sur tous ceux qui l'aideraient à avorter, du médecin au chauffeur de taxi qui l'a conduit à l'hôpital. Le débat fait rage. Les démocrates prévoient de faire voter une loi qui expliquerait que la loi fédérale prime sur la loi des États. Petit problème, ils n'ont pas la majorité pour ce faire. Cela promet des semaines et des mois de discussion. Je vais vous faire une confidence que je vous demande de garder secrète. Eh bien, malgré tout le mal que je pense des États-Unis, surtout à l'ère Biden, tout cela prouve que là-bas, l'on peut se battre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les Républicains n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord ni sur le processus de désignation de leur candidat, ni bien sûr sur le candidat en question pour la présidentielle. Il y a 5 ans, on avait une vague idée sur les primaires, on connaissait les candidats en lice dès septembre. Cette fois-ci, c'est le flou artistique, enfin, artistique façon de parler. Faute d'idées, faute de chef, le parti de droite, du centre ou du centre-gauche, en quelque sorte le parti droite-gauche, peine à écrire son avenir et à convaincre, tout simplement peut-être parce qu'il n'est pas convaincu lui-même de ce qu'il est et de ce qu'il veut pour la France. 2 représentants de la frange conservatrice du parti, vous pouvez mettre plein de guillemets, ont d'ores et déjà jeté l'éponge. Il s'agit de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez. Ont-ils incidemment compris que l'horreur n'était pas encore venue? Travaillent-ils dans l'ombre à d'autres alliances? Le secret est bien gardé. Quant à ceux qui restent et qui se bagarrent, ils se sont trouvés une nouvelle marotte, la lutte contre l'immigration. Comme c'est bizarre, selon l'expression favorite d'Éric Zemmour. Prenez Éric Ciotti, par exemple. Il a déclaré vouloir une réforme constitutionnelle sur l'immigration.
Nous ne saurons pas ce qu'il entend exactement par cette formule tonitruante, mais il est certain qu'elle fait son petit effet sur les plateaux de télévision. Le poids des mots, le choc. De quoi? Valérie Pécresse, dans le genre « un pied dedans, un pied dehors », n'est pas en reste et a multiplié ces derniers jours les formules flamboyantes. Comme Sarkozy en son temps avec le fameux Karcher qui n'a jamais servi, elle prononce avec délectation le vilain mot de « charter » pour nous expliquer qu'il faut davantage de fermeté à l'égard des immigrés. Pour elle, le contrôle de l'immigration est devenu le défi auquel la France doit répondre. Ouh, j'ai peur. Mais en bonne politicienne, elle a humé l'air ambiant qu'elle a senti favorable à un discours bien à droite et en fait des tonnes. Elle qui disait quasiment le contraire au moment des régionales. Comme le disait Jacques Brel dans sa célèbre chanson, « Qui dit oui, qui dit non, qui dit « je vous attends », Valérie, ne nous attends pas trop, tu perdrais ton temps. Deux autres sires, pourtant bien connus pour leur centrisme gauche-droite de bonne aloi, enchérissent eux aussi et apportent leur voix à cette chorale mal ajustée. Xavier Bertrand prône un coup d'arrêt au laxisme migratoire, je le cite, tandis que Michel Barnier prononce le mot magique de « moratoire » qui a l'avantage de donner l'impression que l'on veut tout arrêter sans prendre aucune mesure définitive. Le poids des mots, le choc des bobos. Nous l'avons tous compris, car nous sommes stupides, mais jusqu'à un certain point seulement, nous avons affaire ici à un formidable bal de l'opportunisme. Mais la petite musique ne prend plus et ne nous donne plus envie de danser. Nous savons, depuis Nicolas Sarkozy notamment, qu'il n'y a aucun crédit à accorder à ces déclarations enflammées. Le travail de sape, effectué méthodiquement par Emmanuel Macron pour discréditer définitivement la parole politique, n'a rien arrangé. Il est une chose indispensable en politique et bien souvent trop oubliée, l'exercice de la mémoire. Manque de peau, ou manque de poule au pot, comme disait Henri IV. Nous savons, nous en servir de la mémoire et nous n'allons pas nous faire embarquer comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée.